Écoutez, bonjour à tous. Merci d'être là dans ces conditions un peu compliquées. Hein. C'est pas très rigolo de faire des soutenances de thèse dans cette période. Donc, il donne un peu son monde très spécial du thèse. C'est vraiment pas les conditions idéales pour un doctorant de soutenir dans ces conditions. Qui se prive un peu des moments festifs associés aux thèses, qui cache les moments un peu solennels aussi à la thèse, qui peut un peu noyer dans une organisation un peu compliquée. Donc, on va essayer de faire tout notre possible pour que ça reste quand même un moment important de la soutenance des thèses. Donc, nous sommes aujourd'hui ici pour écouter Kevin Mariette, qui va présenter sa thèse, préparée à Ampère. Nous allons faire devant un jury qui est conséquent de 10 personnes. Donc, le manuscrit était déjà conséquent à lire, n'est-ce pas? Donc, le jury est aussi conséquent. Donc, je présente juste brièvement le jury pour le public. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens connectés. Donc, nous avions deux rapporteurs, donc Caroline Gros, qui est chargée de recherche à Nantes, André Poliakov, donc qui est l'INRIA à Lille, qui était rapporteur de cette thèse. Donc, dans les examinateurs, nous aurons aussi Asbin Courta et Jacques Boré, donc, qui sont professeurs à Poitiers pour Jacques Boré, c'est ça? Excusez-moi, j'ai un peu oublié, c'était pas. Attendez, je vous passe la main. C'est bon. Donc, Jacques Boré qui était qui a fait prime et Angéline Courta qui a prisme. Moi-même, donc, Isabelle Keinec, je suis là à Toulouse. Et ensuite, nous aurons des encadrants. Donc, elle a aussi un grand nombre d'encadrants qui marquent la diversité des travaux de la thèse. Hein. Donc, avec Éric Bidot, l'encadrant principal, avec Damien Hébérard et Federico Briesca Gomedo, donc qui étaient co-encadrants. Sylvie Pesma, qui est ingénieur de recherche toujours à Ampère et qui va invité à ce jury, mais qui donc participer aux travaux. Et enfin, Thomas Castellin du LMFA, qui a aussi participé, je pense, à ces travaux. Et donc, Kevin, nous écoutons pendant, je pense, une quarantaine de minutes, j'imagine, 40-45 minutes. Alors, on passe ensuite aux questions. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction, Madame la Présidente. Merci aux membres du jury d'être présents aujourd'hui sur place à Ampère ou alors en vidéoconférence. Et merci au public de s'être connecté aujourd'hui. Bienvenue à cette soutenance de thèse sur le sujet du contrôle en boucle fermée pour la réduction active de traînées aérodynamiques des véhicules. Cette thèse a été réalisée au sein du laboratoire Ampère à l'INSA de Lyon dans le cadre d'un projet financé par l'Agence nationale de la recherche, le projet ANR Active Road, dont je parlerai un peu au cours de cette présentation. La traînée aérodynamique, c'est une force qui s'oppose au déplacement d'un véhicule circulant à haute vitesse dans un fluide. Ce véhicule peut être un camion, une voiture, mais aussi, par exemple, un cycliste. Il faut savoir que cette force est la cause principale de dépenses énergétiques pour les véhicules, que ce soit d'énergie fossile, comme du pétrole, ou alors d'énergie électrique pour les véhicules électriques. Il est intéressant de pouvoir donc réduire cette traînée aérodynamique afin de réaliser des économies d'énergie. La traînée se décompose en deux sources que l'on peut voir grâce à cette image. Cette image présente une maquette de véhicule plongé dans un écoulement se dirigeant de la gauche vers la droite. Dans un premier temps, l'écoulement va créer une force de frottement, illustrée ici en rose, sur le véhicule qui compte pour environ 20% de la traînée aérodynamique d'un véhicule se déplaçant à haute vitesse dans un fluide. Les 80 autres pourcents contribuant à la traînée aérodynamique sont créés par une dépression apparaissant à l'arrière du véhicule qui va générer une aspiration vers l'arrière. Ces deux forces combinées créent le phénomène de traînée. Il est évidemment possible de réduire la traînée aérodynamique en modifiant la forme des véhicules, en les rendant tout simplement plus aérodynamiques. Cependant, cette modification de forme peut être contraire à l'usage des véhicules. Dans le cas particulier des camions, il est en effet difficile de rendre la forme plus aérodynamique pour des contraintes d'usage, mais aussi de réglementation dans les pays. On utilise donc des méthodes de modification de l'écoulement pour impacter principalement la traînée due à la dépression à l'arrière des véhicules, celle qui compte pour 80% de la traînée. Ici, ces images montrent des dispositifs de modification de l'écoulement passifs. Ils sont très intéressants pour impacter l'écoulement autour du véhicule et ne nécessitent pas
d'énergie pour fonctionner. J'y reviendrai plus tard. Ici, des volets aérodynamiques sont placés à l'arrière d'une remorque de camion. Ici, sur le cas d'un véhicule particulier développé par Citroën, un générateur de vortex en forme de peigne est posé sur le haut du véhicule et ici, un volet est placé en bas du véhicule. Dans un deuxième temps, il est possible d'utiliser des systèmes de modification d'écoulement dits actifs qui, eux, nécessitent une énergie externe pour fonctionner. Des systèmes actifs seuls, passifs seuls ou mêlant ces deux approches existent. Dans ce cas ici, un dispositif actif est implémenté sur des volets aérodynamiques placés à l'arrière d'une remorque de camion. Les systèmes actifs sont illustrés ici. Ce sont des générateurs de jet synthétique utilisant des haut-parleurs placés dans les volets. Ces systèmes ont en commun de présenter des méthodes de commande en boucle ouverte qui signifie qu'ils ne peuvent pas s'adapter à des modifications de l'écoulement ou l'apparition de perturbations. Or, dans le cas de l'évolution d'un véhicule à haute vitesse, les perturbations peuvent être nombreuses, à savoir par exemple l'augmentation de vitesse du véhicule qui peut modifier la forme de l'écoulement à l'arrière du véhicule, la déviation par exemple de la direction de l'écoulement par rapport au véhicule dans le cas d'un virage ou dans le cas par exemple d'un déplacement d'un véhicule par rapport à un autre. Les méthodes de contrôle de commande en boucle fermée utilisent des mesures prises sur le système à réguler afin d'adapter une commande vis-à-vis des perturbations. Cela se fait par la synthèse d'un contrôleur qui va utiliser certaines performances attendues pour le contrôle, que ce soit en termes de réduction de traînée ou alors d'apport de gains énergétiques pour le véhicule. La thèse que je présente aujourd'hui a été développée dans le cadre du projet Active Road qui est financé par l'Agence nationale de la recherche. Ce projet avait pour but en particulier de travailler sur le contrôle actif de la traînée aérodynamique des véhicules et se concentre principalement sur le contrôle, dans mon cas, en boucle fermée. Ce projet est développé par 3 laboratoires indépendants, le laboratoire Ampère, le laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique à l'École centrale de Lyon, l'Institut Péprime à l'ENSMA à Poitiers. 2 acteurs industriels participent aussi au projet, le groupe PSA ainsi que Renault Trucks. Ce consortium a permis d'orienter le développement de la thèse, à savoir la recherche principalement de contrôle d'écoulement en boucle fermée avec un actionnement pneumatique à très haute fréquence. Ce seront donc des jets pulsés qui seront utilisés. On devra valider nos résultats sur une maquette expérimentale développée préalablement au démarrage de cette thèse et illustrée ici. Plus de détails sont donnés sur cette maquette à présent. La maquette est un corps d'Ahmed modifié, c'est-à-dire qu'il a un arrière droit constitué d'une seule face, d'1 mètre de longueur pour 30 cm de haut et 36 cm de large. Il possède un réservoir de pression, d'air sous pression à l'intérieur de la maquette ainsi qu'un système d'électro-vannes pneumatique. Elle est placée dans la soufflerie de l'ENSMA à Poitiers et c'est à cet endroit que nous réalisons la majorité de nos essais. La maquette est placée ici sur un plancher aérodynamique qui permet de prendre en compte un système de rotation dont un détail est illustré ici. Le système de rotation permet en particulier de générer un vent de côté par rapport au véhicule. On dispose aussi d'une balance aérodynamique pour les mesures d'effort, notamment de traînée, et la maquette peut être utilisée via un système d'imagerie de l'écoulement, comme illustré ici. Sont placées aussi sur la maquette des surfaces passives, appelées surfaces Quanda, qui vont dévier les jets d'air utilisés pour le contrôle aérodynamique actif. La problématique principale de la thèse est donc la suivante, à savoir comment pouvoir réduire la traînée aérodynamique par des méthodes de contrôle en boucle fermée afin de pouvoir réaliser un contrôle énergétiquement efficace. Pour répondre à cette problématique, les objectifs de la thèse sont les suivants. Travailler sur la traînée de pression, comptant pour 80% de la traînée aérodynamique, via 2 approches. Tout d'abord, les dépressions au culot et ensuite, dans un deuxième temps, les asymétries du sillage qui contribuent à amplifier les phénomènes de dépression et à créer aussi d'autres phénomènes dus à des efforts transverses sur le véhicule. On va donc présenter aujourd'hui, dans un premier temps, les méthodes de contrôle en boucle fermée appliquées sur la dépression au culot et l'apport de robustesse aux méthodes
de contrôle des dépressions qui ont été développées dans le passé. Dans un deuxième temps, les méthodes de contrôle en boucle fermée pour contrôler les asymétries du sillage développées dans la thèse. Et dans un troisième temps, nous voulons appuyer sur des travaux réalisés dans la thèse visant à développer un modèle macroscopique du phénomène de dépression à l'arrière du véhicule. Ce modèle pouvant être utilisé à des fins de développement de lois de synthèse adaptées au contrôle de la traînée des véhicules, au développement aussi d'observateurs ou à la démonstration de performances structurelles pour les lois de commande. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter l'architecture de contrôle utilisée dans cette thèse sur la maquette expérimentale. Sur l'arrière de la maquette sont placés tout d'abord des capteurs de pression qui permettent d'avoir une cartographie de l'évolution de pression à l'arrière du véhicule. La maquette est également équipée d'un système de 4 générateurs de jets positionnés sur chaque côté, haut, droit, bas et gauche du culot. Ces générateurs de jets sont pilotés via des électrovannes qui vont éjecter de l'air sous pression à travers les fentes qui sont illustrées ici en couleur. Les électrovannes sont commandées grâce à des boîtiers de commande qui génèrent un signal carré de fréquence variable et de rapport cyclique ajustable. On a donc pour l'instant dans notre système les mesures de pression et les entrées du système comme les commandes des électrovannes. Le système pneumatique fonctionne également grâce à de l'air sous pression qui rajoute une nouvelle entrée à l'architecture, au système de commande. Et tout ce système est utilisé en boucle ouverte, en boucle fermée, excusez-moi. On utilise les mesures de pression, les mesures par exemple de pression dans le réservoir et le débit, observé d'éjection des jets, pour ajuster les commandes des électrovannes ainsi que la pression d'alimentation au cœur de la maquette via un contrôleur. Ce système est utilisé en ligne via une interface de prototypage rapide de type DSpace et on obtient des enregistrements des phénomènes hors ligne pour une étude ultérieure. Dans le cadre de la première partie de cette présentation, à savoir la réduction en boucle fermée des dépressions au culot, on cherche à répondre à la problématique de comment pouvoir réduire la dépression au culot malgré des perturbations de l'écoulement, de direction ou alors de magnitude de vitesse d'écoulement, tout en minimisant l'énergie investie. Cela répond aux 3 points principaux de la problématique principale. Dans le cadre de la réduction de la dépression au culot, des études antérieures ont montré que des jets pulsés pouvaient être utilisés efficacement pour impacter le champ de pression au culot et réduire la traînée. En particulier, utiliser des jets d'air pulsés tels que ceux qu'on va utiliser avec un système de surface Condat permettait, en actionnant les 4 côtés à l'arrière du culot, par une augmentation de fréquence, d'augmenter la pression au culot et de réduire la traînée. Toutefois, cette méthode de contrôle appliquée en boucle ouverte présente certaines problématiques de contrôle en boucle fermée, à savoir que différents paramètres vont impacter les performances relevées dans la littérature et qu'il va falloir pouvoir travailler sur ces différents paramètres pour obtenir une commande efficace dans différentes configurations d'écoulement, qu'il n'y a pas de modèle connu entre l'action fréquentielle directe et l'augmentation de la pression ou la réduction de traînée, et la référence pour ce contrôle est inconnue, à savoir qu'on ne sait pas vers quoi tendre pour avoir la meilleure pression au culot ou la meilleure réduction de traînée. Dans le cadre de ces problématiques de commande, on se propose de développer une approche de commande en boucle fermée utilisant la commande par extremum seeking. La commande par extremum seeking est une méthode d'optimisation en ligne d'une fonction de coût libre de choix permettant le réglage de paramètres de commande via une descente de gradient. Ainsi, cette méthode de commande par extremum seeking peut rechercher la référence inconnue pour notre méthode de contrôle pour différentes configurations d'écoulement. La commande par extremum seeking utilise le fait qu'un système physique, pardon, mon pointeur a du mal, le fait qu'un système physique puisse être décrit comme une relation entre une entrée U de commande et une sortie fonction de coût πe. On va chercher l'extrémum de cette relation qui est a priori inconnue. U peut être influencé par un paramètre de commande ou une variable de commande R1. On va dans la technique de recherche de commande par extremum seeking utiliser une perturbation connue par une fréquence d'excitation de notre paramètre R1 qui va impacter
notre sortie PIE de manière fréquentielle, à la même fréquence que celle utilisée pour l'excitation. Un système de filtrage va permettre la recherche de gradients appliqués sur PIE via la modification de R1. Ce système utilise en particulier la sélection des variations seules de PIE via par exemple un filtre passe haut, une corrélation avec l'excitation primordiale, ainsi que l'élimination des harmoniques indésirables. On obtient donc un gradient de PIE par rapport à la variation du paramètre R1. Un contrôleur est ensuite utilisé pour augmenter ou diminuer la valeur moyenne de R1 afin de faire converger notre système vers la commande optimale U étoile. Dans le cadre de nos recherches, on a pu tout d'abord développer des méthodes de commande de type CISO pour single input, une seule entrée, utilisant comme paramètre R1, par exemple, la fréquence d'actionnement des électrovannes, la fréquence F. Cette fréquence va être variable et la valeur optimale est inconnue. On utilise donc une technique de commande par extreme seeking utilisant une fonction de coût PIE définie comme une fonction liée à la performance de notre contrôle. Cette fonction PIE va être dépendante d'un indicateur de la dépression au culot et on cherche donc à minimiser PIE et donc à minimiser la dépression au culot. Dans un deuxième temps, on peut utiliser des commandes de type MISO avec plusieurs entrées en combinant la première boucle de commande par extreme seeking avec une deuxième, par exemple, visant à le réglage de la pression d'alimentation PI. Cette deuxième boucle implique de dissocier les fréquences d'excitation sinusoïdale présentées précédemment et permet par exemple d'introduire la commande par extreme seeking sous ce critère de performance ou sous un nouveau critère dépendant de l'énergie pneumatique impliquée dans le contrôle. En effet, PI influe largement sur l'énergie pneumatique impliquée dans le contrôle. Cette nouvelle fonction de coût utilisera donc l'indicateur de dépression au culot tel que précédemment présenté, ainsi que la quantification d'énergie pneumatique impliquée. On essaye donc d'obtenir un contrôle plus efficace énergétiquement. Dans le cadre de la thèse, nous avons travaillé sur des écoulements dans un premier temps alignés, c'est-à-dire sans vent transverse, avec une vitesse d'écoulement de 35 mètres secondes. Dans cette image ici, vous voyez un graphique dont le fond est obtenu via une série de mesures en boucle ouverte permettant de quantifier l'augmentation de pression représenté en couleur vis-à-vis de la modification du jeu de paramètres de commande fréquence, pression d'alimentation. Les couleurs plus jaunes de ce graphique dénotent les meilleures augmentations de pression au culot via un actionnement en boucle ouverte. Ces données en boucle ouverte servent pour confirmer les tendances observées grâce à la commande par extreme seeking utilisée. Dans un premier temps, on utilise une commande d'extreme seeking à un seul paramètre, la fréquence d'actionnement F, pour seulement une fonction de coût liée à la dépression au culot. Ici, les étoiles correspondent aux conditions initiales de notre commande. On observe que via la commande par extreme seeking, la fréquence d'actionnement utilisée pour les 4 côtés au culot de la maquette va tendre, via les flèches illustrées, vers les zones jaunes qui correspondent aux meilleures augmentations de pression observées en boucle ouverte. Dans un deuxième temps, cette méthode est utilisée également pour la seule variable de pression d'alimentation PI, qui est illustrée ici depuis les étoiles conditions initiales par les flèches noires. On observe en réglant la pression d'alimentation PI via la commande par extreme seeking, depuis les conditions initiales, on tend vers des zones plus jaunes. Dans un deuxième temps, la commande par extreme seeking utilise ces deux paramètres de manière conjointe. On observe en maintenant la même fonction de coût liée seulement à la dépression au culot, une combinaison des deux dynamiques observées précédemment avec une fréquence depuis les conditions initiales qui va converger vers les zones jaunes et une pression d'alimentation qui va tendre vers l'augmentation. Dans un troisième temps, cette méthode est appliquée, mais en modifiant la fonction de coût PIE, ainsi en recherchant un contrôle à plus faible coût énergétique. On observe que dans ce cas-là, la convergence des deux paramètres de commande conduit la fréquence à se retrouver dans des zones correspondant aux zones en jaune, mais où la pression d'alimentation est largement réduite par rapport au cas précédent. On a donc pu obtenir une méthode de contrôle réduisant globalement l'énergie impliquée dans l'actionnement. Cette méthode est utilisée pour des tests de robustesse, et de robustesse notamment vis-à-vis de l'évolution de la vitesse d'écoulement.
Ces graphiques ici montrent un cas d'essai où la vitesse d'écoulement dans la veine d'essai de la soufflerie a été modifiée. On utilise à nouveau un contrôle des 4 côtés du culot de la maquette avec une fonction de coût pour la commande par extreme seeking dépendant de la dépression au culot et de l'énergie impliquée. Le premier graphique ici montre l'évolution de la vitesse d'écoulement qui va passer de 35 mètres secondes à 20 mètres par seconde. Le graphique ici au milieu montre l'évolution de la fonction de coût pi en jaune pour sa valeur filtrée et en bleu pour sa valeur non filtrée. Et le dernier graphique montre l'évolution des paramètres fréquence et pression d'alimentation. J'attire votre attention sur la première partie de ce graphique ici au milieu où, au niveau de la flèche verte, on va activer la commande par extreme seeking. La fonction pi après un certain temps, va donc être minimisée vers la valeur optimale obtenue par la commande par extreme seeking. Dans un deuxième temps, on fait évoluer la vitesse dans la soufflerie et on observe que la commande par extreme seeking va restabiliser la valeur de pi autour d'un nouveau palier. La troisième partie de ce graphique considère la désactivation de la commande, c'est-à-dire qu'on retourne à des valeurs de pi qui sont importantes, et au niveau de la flèche verte, une réactivation de la commande depuis les conditions initiales utilisées précédemment. On observe à nouveau une nouvelle convergence de la fonction de coût pi vers des valeurs minimisées. Dans le cadre de cet essai, on a pu montrer donc que la méthode de commande par extreme seeking permettait de régler notre problème de dépression pour différentes configurations d'écoulement sans avoir à adapter les filtres ou les paramètres des contrôleurs de la méthode de commande. Ainsi, c'est une technique qui pourrait être utilisée pour des configurations très variables d'écoulement sans avoir à faire de larges modifications ou de nouvelles caractérisations de la performance des actionnaires. On peut remarquer également que dans le cadre de l'évolution des paramètres de commande, pour les deux convergences utilisées et pour aussi le maintien de la valeur de pi après la variation de vitesse, les mêmes valeurs de paramètres de commande ont été identifiées depuis les conditions initiales utilisées. Pour conclure, sur cette partie de commande en boucle fermée de la dépression au culot, nous avons pu réaliser la synthèse d'une méthode de commande en boucle fermée utilisant la recherche par extrémum, l'extreme seeking. Excusez-moi. La validation expérimentale de ces techniques de commande nous a montré une bonne répétabilité de la méthode ainsi que des performances de contrôle obtenues de manière relativement rapide et comparables à des performances obtenues en boucle ouverte par un maillage. On a pu vérifier ça également au cours de tests de robustesse faisant varier la vitesse d'écoulement. Passons maintenant au contrôle en boucle fermée des asymétries du sillage. Pour présenter ces asymétries, les asymétries sont de deux types. Des asymétries apparaissant lorsque l'écoulement n'est pas aligné par rapport au véhicule, avec un angle ici bêta différent de 0, qui implique une différence de pression, une asymétrie latérale de la pression au culot du véhicule. Dans un deuxième temps, même pour des écoulements alignés, c'est-à-dire où bêta est égal à 0, il peut apparaître des phénomènes dits de bistabilité. La bistabilité est une alternance aléatoire d'états bistables présentant des dépressions localisées d'un côté gauche, par exemple, d'une maquette de véhicule, comme illustré ici, jusqu'à un côté des dépressions localisées du côté droit de la maquette du véhicule. Les alternances aléatoires apparaissant présentent lors des alternances des états symétriques, comme illustré ici. Cette bistabilité et ces états en écoulement non aligné sont étudiés via les champs de pression obtenus depuis les capteurs de pression au culot de la maquette, mais aussi en temps réel via les coordonnées latérales de la position du barycentre de pression que nous noterons YB. Qu'est-ce qui a coupé? Vous nous entendez? Alors, Eric a été coupé. Si c'est bon pour tout le monde, je continue. La coordonnée latérale de la position du barycentre est calculée via les positions des capteurs de pression sur le culot de la maquette. On peut observer les asymétries dans un premier temps pour les cas non alignés via les champs de pression. Ici, pour un décalage de la vitesse d'écoulement par rapport à la direction principale du véhicule positive, et ici pour un décalage négatif. Vous voyez que ces angles sont relativement faibles, mais ils permettent d'observer de grandes asymétries, comme illustré dans ces champs de pression. Les couleurs bleues désignent
des dépressions. Les couleurs chaudes désignent des surpressions. Eric s'est reconnecté. Dans ce cas-là, ces deux champs de pression asymétriques sont comparables aux champs de pression asymétriques observés dans le cas de la bistabilité. Ce graphique ici présente l'évolution de la position latérale du barycentre en rose pour sa valeur filtrée et en bleu pour sa valeur brute en fonction du temps. On voit que la position latérale du barycentre n'est que très souvent centrée sur 0. Elle est la plupart du temps positionnée dans un des cas bistables, illustré par cette fonction densité de probabilité. Les maximums de densité de probabilité montrent les positions privilégiées de la position latérale du barycentre. On observe que pendant les cas où le barycentre est localisé à gauche, une forte dépression apparaît à gauche, et dans les cas où le barycentre est localisé à droite, on observe une forte dépression à droite. Dans les transitions entre les deux positions bistables, on observe un champ de pression relativement symétrique de manière latérale. Les champs de pression à gauche et à droite, les champs de pression asymétriques à gauche et à droite, causent une augmentation de la dépression au culot d'environ 10%. On cherche donc à symétriser la pression au culot afin d'obtenir finalement un état de traînée moins traînant. Dans le cas de notre contrôle, on voulait savoir comment contrôler la symétrie du sillage pour des écoulements variables de type bistable ou avec des vents transverses par un actionnement de G pulsé potentiellement innovant. Cela répond à nouveau aux différentes attentes de la problématique principale de la thèse. Au cours de nos développements, nous avons pu observer que l'actionnement par les côtés latéraux sur la maquette aérodynamique permettait d'impacter la position latérale du barycentre. De plus, cet impact pouvait être modélisé. En effet, ce graphique ici présente l'évolution d'une valeur adimensionnée de la position latérale du barycentre, notée grand X, en fonction d'une commande. La commande illustrée en orange est presque similaire à un signal créneau. Et on observe qu'à partir du début de la commande au temps t égale 0, l'évolution de la position latérale du barycentre prend une forme de dents de scie. Cela est caractéristique d'un comportement d'intégrateur. On a pu également observer un retard expérimental considéré comme fixe dans la mesure et la commande. On définit donc le modèle suivant, un modèle d'intégrateur à retard pour la position latérale du barycentre. À présent, la problématique de commande du contrôle des asymétries change. On cherche à pouvoir utiliser potentiellement ce modèle pour converger vers une référence connue, à savoir la position x égale 0. Cependant, l'actionnement utilisé pour ce type de contrôle est de type discontinu, sachant qu'on peut seulement générer des G à gauche ou générer des G à droite ou des deux côtés, mais on ne peut pas moduler l'amplitude de ces G de manière précise. Ces problématiques nous ont conduit à proposer une méthode de commande en boucle fermée par contrôle par mode glissant. Le contrôle par mode glissant est particulièrement adapté pour des cas d'actionnement discontinu et on va utiliser le modèle présenté précédemment pour compenser le retard observé. Une prédiction va être utilisée à la manière d'un prédicteur de Smith pour réaliser le calcul d'une erreur epsilon tau, prenant en compte la valeur prédite après le retard tau. La commande ciseau utilisée est une commande par mode glissant permettant de stabiliser la position latérale du barycentre dans un domaine délimité via une zone morte. La zone morte est calculée par un paramètre epsilon 0 et permet d'atténuer les phénomènes de réticence du contrôle par mode glissant, mais aussi d'effectuer un actionnement que lorsqu'il est réellement nécessaire pour le système. On va donc pouvoir avoir un actionnement qui va être moins énergétique et qui va permettre potentiellement de réduire le coût de ce contrôle. On utilise ce contrôle dans le cas d'un écoulement aligné à 35 mètres secondes avec une fréquence d'actionnement de 1050 Hz et une pression d'alimentation de 0,20 mégapascal. Le graphique ici représente les évolutions du barycentre de pression. Tout d'abord dans le cas non contrôlé à gauche, où on voit clairement la bistabilité avec deux états ici dénotés par les fonctions de densité de probabilité, et ici un état contrôlé, où on voit la disparition de ces deux états bistables pour un seul état centré, très bien centré, où on observe également en moyenne la diminution de l'amplitude de variation du barycentre de 30%. Ici sont représentées les évolutions de la position latérale du barycentre en fonction de l'actionnement, avec un actionnement qui, comme vous le voyez illustré en orange, est assez rare, c'est-à-dire qu'on va
seulement actionner le barycentre lorsque on sort de la zone d'atténuation créée par la zone morte. Pendant le reste du temps, le barycentre va effectuer des déplacements toujours proches de la position x égale 0. Ce qui nous permet d'obtenir un actionnement qui permet de symétriser le sillage en moyenne, mais aussi d'augmenter légèrement la pression au culot. Ce graphique ici à gauche montre le champ de pression non contrôlé, qui est globalement symétrique, mais c'est parce que c'est une moyenne sur les deux états illustrés ici. Et le graphique à droite ici montre l'état contrôlé avec une légère surpression observée au centre de la maquette. La pression a été seulement augmentée dans ce cas-là de 1,2%, mais nous a conduit à développer ces essais pour un cas de test de la robustesse avec une évolution de l'angulation du vent incident par rapport à la direction principale du véhicule. Ce graphique ici montre l'évolution de la position latérale du barycentre en fonction du temps pour différentes configurations d'alignement par rapport au vent incident. La première partie utilise un écoulement aligné, la deuxième partie un écoulement dévié à 1,7 degré et un écoulement dévié à moins 0,7 degré. La première partie est sans contrôle, on revoit la stabilité ici apparaissant avec deux états distincts et ici les parties contrôlées. Ce cas d'essai utilise une pression d'alimentation de 0,25 MPa et permet, avec un actionnement à une fréquence de 1050 Hz, de bien symétriser le sillage pour une configuration ici alignée, d'avoir une symétrisation importante du sillage pour une configuration avec un fort angle de désalignement et ici de bien symétriser aussi pour le deuxième angle non aligné. On observe toutefois une symétrisation seulement partielle dans le cas de l'angle le plus grand de 52%. Les autres symétrisations sont particulièrement intéressantes de 73% et 83%. La légère déviation observée dans le cas à 1,7 degré se retrouve dans ce champ de pression avec ici une zone plus bleue observée du côté droit de la maquette. Malgré la symétrisation observée via ce contrôle, il n'a pas été possible de comptabiliser environ 10% d'augmentation de pression au culot, en particulier pour les cas alignés et presque alignés. Après analyse de nos résultats, il a été montré qu'un impact de la pression d'alimentation DG existe sur la performance, non pas au niveau de la symétrisation, mais au niveau du gain en pression obtenu pour des configurations alignées ou presque alignées. En revanche, pour le cas avec de plus grands angles non alignés, on observe, malgré une symétrisation partielle, de bons gains ici en pression d'alimentation, en pression au culot, de 3%, pardon, et ici en réduction de traînée de 1,7%. Il est donc clair que les configurations non alignées sont plus sensibles à une resymétrisation et permettent une meilleure augmentation de pression au culot via ce contrôle. Dans un autre temps, le fait de ne pas retrouver 10% d'augmentation de pression malgré une bonne symétrisation nous a conduit à développer de nouvelles façons d'actionner le sillage. En particulier, des études précédentes ainsi que des développements effectués par Hafner et Sujar Garrido, notamment dans le cadre du projet ANR, ont montré que l'actionnement à fréquence fixe des côtés haut et bas, ou haut seul, permettait d'impacter largement et de manière favorable la pression au culot de la maquette de véhicule. Ce graphique ici montre les évolutions de pression en moyenne au culot après les actionnements latéraux. C'est le cas précédent utilisant seulement les côtés à gauche et à droite de manière par mode glissant, avec le contrôle en boucle fermée par mode glissant, est illustré en rose. En utilisant ce contrôle par mode glissant avec un actionnement en haut seul, à fréquence fixe, on observe la courbe rouge qui dénote une plus faible diminution de pression lors de l'actionnement latéral et une valeur moyenne après la commande surélevée par rapport à la valeur en rose. Le cas de contrôle par mode glissant des côtés latéraux avec l'action à fréquence fixe en haut et en bas est dénoté en bleu et montre les mêmes performances globales en matière de pression moyenne après l'actionnement, mais une plus faible diminution de pression lors de l'actionnement latéral. Dans le cas où on utilise seulement l'actionnement de contrôle par mode glissant des côtés latéraux avec le contrôle en bas à fréquence fixe, on observe des performances dégradées par rapport au contrôle par mode glissant seul. Ces performances nous ont conduit à étudier seulement l'actionnement combiné avec la commande par mode glissant des côtés latéraux à gauche et à droite et un actionnement combiné à fréquence fixe en haut seul ou en haut et en bas seul. Ces graphiques ici présentent nos résultats avec les cas en configuration alignée et les cas en configuration non alignée. On utilise les mêmes paramètres de commande que précédemment.
on observe que le contrôle par mode glissant avec action à fréquence fixe en haut et en bas, dans ce cas ici aligné, a permis d'augmenter les performances obtenues en termes de gain en pression et de réduction de traînée, mais toutefois, on n'a pas pu observer de gain en traînée positif. Ce cas est particulier. Comme vous le voyez, il existe une forte dépression apparaissant ici dans le coin en haut à gauche du culot de la maquette qui pourrait justifier ces faibles diminutions de traînée. Plus d'essais seraient nécessaires pour traiter de ce cas particulier. En revanche, dans le cas de l'actionnement en haut seul avec la commande par mode glissant des côtés latéraux, on observe, contrairement à ce qui a été vu dans le premier type de contrôle, une augmentation de la pression au culot très faible, mais aussi une réduction faible de la traînée aérodynamique. Les résultats, comme précédemment, sont encore plus intéressants dans le cas d'un actionnement, d'un sillage, d'un écoulement non aligné. Dans le cas du contrôle par mode glissant d'une situation donc non alignée, avec un actionnement combiné à fréquence fixe en haut et en bas, on observe une augmentation de pression de presque 10% et une réduction de traînée de 4,5%. Dans le cas de l'actionnement haut seul avec le contrôle par mode glissant à gauche et à droite, on observe une réduction de traînée encore plus importante de 6,5%. Ces essais montrent qu'il est possible de combiner le contrôle en boucle fermée de la position latérale du barycentre avec un actionnement à fréquence fixe pour obtenir une bonne symétrisation du sillage, mais aussi de bonnes augmentations de pression au culot et propriétés de réduction de traînée. Dans le cadre de cette partie, nous avons donc présenté une application expérimentale de contrôle en boucle fermée pour la réduction des asymétries qui a présenté une très bonne robustesse aux évolutions de direction d'incidence par rapport à la maquette de véhicule. On a utilisé aussi un contrôle combiné utilisant les actionnements en haut seul ou en haut et en bas à fréquence fixe, permettant d'augmenter les performances de réduction de traînée. Dans une partie qui n'est pas présentée ici aujourd'hui, mais développée dans la thèse, nous avons aussi travaillé sur des stratégies de contrôle asymétrique utilisant la commande par extremo seeking. Nous pouvons maintenant passer au troisième point de cette présentation qui concerne le développement d'un modèle macroscopique du phénomène de dépression au culot des véhicules. Ce modèle serait très intéressant dans le futur pour développer des lois de commande pertinentes pour la réduction de traînée, mais aussi pour, par exemple, vérifier structurellement des performances de lois de commande, ainsi que développer des observateurs intéressants. Nous allons travailler sur le développement d'un modèle de représentation analytique de la dépression au culot. Ce modèle utilise tout d'abord un sillage bidimensionnel pour commencer, qui va être transformé depuis le sillage turbulent, illustré ici, en un sillage moyenné, plus simple d'étude. De plus, on va se concentrer sur la zone ici correspondant à une couche de mélange entre l'écoulement à haute vitesse et l'écoulement ici en bleu de recirculation, présentant une pression plus faible que l'écoulement externe. La zone de transition ici, de couche de mélange, est le lieu où les évolutions de pression sont les plus importantes dans le sillage. On cherche donc à pouvoir utiliser un modèle de cette zone-là pour définir quelle va être la pression globalement sur le culot de la maquette de véhicule. Ce modèle va utiliser certaines connaissances de la littérature ainsi que les équations notamment de Navier-Stokes. On commence par définir pour la couche de mélange au niveau du bord supérieur du culot de la maquette un modèle de la couche de mélange basé sur les modèles de couche de mélange plane développés dans la littérature. Cela nous permet de comparer ces deux modèles et notamment d'en tirer une forme analytique de l'évolution de vitesse longitudinale en moyenne, notée V1 bar. De plus, ces études bibliographiques nous montrent qu'une déviation apparaît bien lors de ces couches de mélange. Cette déviation nous intéressant comme déterminante pour la forme de la zone de recirculation à l'arrière du véhicule. De plus, nous avons défini ici un modèle de la couche de mélange utilisant certains paramètres qui peuvent être appliqués plus tard pour le travail sur les équations de Navier-Stokes.
On définit la couche de mélange comme étant d'une épaisseur delta avec deux frontières, epsilon infini et epsilon b à déterminer. En plus, la couche de mélange est inclinée avec un angle de déviation alpha. On cherche à utiliser le modèle analytique de la vitesse moyenne longitudinale V1 bar pour obtenir des informations sur l'évolution de ces paramètres, delta, alpha et les epsilon, et définir des conditions au bord pour la couche de mélange. Ces informations pourraient notamment être utilisées dans des équations développées de la mécanique des fluides. En particulier, notre approche propose une analogie entre cette couche de mélange et des écoulements décrits par les équations de Saint-Venant. Les équations de Saint-Venant s'appliquent la plupart du temps sur des écoulements de type potentiel comme des canaux ou des rivières. Elles ont comme intérêt de pouvoir réduire les équations de Navier-Stokes à un système hyperbolique d'équations de transport pouvant être discrétisées et pouvant être utilisées, ce qui a été fait déjà dans la littérature, pour des contrôles en boucle fermée visant à stabiliser par exemple un écoulement. Les analogies sont les suivantes. Un système d'écoulement de type potentiel présente une surface libre de vitesse inconnue et une surface où la vitesse est connue. Ici, dans le cas d'un écoulement dans un canal, la vitesse est égale à 0 dans le fond du canal. Ce qui correspond à notre configuration avec une surface libre ici dans la zone basse de la couche de recirculation dont la vitesse est inconnue et une surface contrainte ici où la vitesse est imposée par la vitesse de l'écoulement autour du véhicule. Les équations de Saint-Venant utilisent la recherche de quelle est la hauteur d'eau en fonction du temps et de la position et de savoir quelle est la vitesse d'écoulement dans le canal. Dans notre cas, on va utiliser aussi la recherche de la hauteur de la couche de mélange, son évolution, et aussi on va utiliser les connaissances obtenues sur la vitesse d'écoulement V1. On va réaliser donc sur ces équations, les équations de Reynolds moyennées, une intégration sur delta des valeurs, des propriétés de la couche de mélange et utiliser la forme approchée V1 bar pour définir des conditions au bord et simplifier les équations. Toutefois, ce modèle présente certains manques, notamment des manques au terme de connaissance de la vitesse transverse V2 dans la direction transverse, ainsi que de certains couplages et surtout des effets de l'action sur les couches de mélange. Pour répondre à cette dernière question, il a cependant été possible dans le cadre de la thèse de travailler sur des champs de vitesse obtenus par les partenaires de l'ANR. Ces champs de vitesse sont représentés ici et présentent les angulations observées pour la vitesse dans le cas naturel, ici pour un écoulement à 25 mètres secondes juste au bord du décrochement supérieur droit, et ici pour des cas contrôlés à 350 Hz et dans le dernier cas à 1050 Hz. On observe que la déviation de l'écoulement est beaucoup plus importante dans les cas contrôlés, et les cas contrôlés permettent ici une augmentation de pression au culot de 23% et ici une augmentation de pression de 17% importante. On observe également que ces écoulements déviés présentent un changement d'inflexion avec ici un maximum de courbure observé par les zones vertes et dénoté par les flèches. On aimerait modéliser les gains en pression observés dans ces cas de contrôle par des relations vis-à-vis de la courbure notamment et de la compression de la zone de recirculation. Cependant, cette corrélation n'est pas si simple. Il a été en revanche possible de montrer qu'une corrélation existait entre une déviation moyenne de ces champs par rapport au champ naturel en fonction de la vitesse d'éjection maximale des électrovannes. Cette corrélation est représentée ici et montre que pour une fréquence quelconque d'actionnement, parmi les trois testés, les points s'alignent selon une courbe qui peut être générique. Plus d'essais seraient pertinents pour étayer ce nuage de points et définir une corrélation pouvant être utilisée dans le modèle d'équation à dérivée partielle. Pour conclure sur cette partie-là, nous avons travaillé sur le développement d'un modèle utilisant les équations de Navier-Stokes pour avoir un modèle analytique utilisable pour définir un modèle de commande et réduire la traînée aérodynamique. Des pistes sont possibles par l'analyse de données en PIV, mais beaucoup de modèles sont encore nécessaires pour améliorer ce modèle, notamment un modèle de courbure ainsi que de certains couplages turbulents. Pour conclure sur cette présentation, nous avons tout d'abord travaillé dans le cadre de la thèse du projet ANR Active Road et nous avons pu valider différents points, notamment le contrôle en boucle fermée
de la traînée aérodynamique. En particulier, nous avons pu obtenir de bonnes performances dans le cadre de la commande par extreme seeking pour des configurations d'écoulement différents avec une démarche permettant d'identifier les paramètres intéressants pour le contrôle en boucle fermée de manière rapide et de manière robuste. Il a été également développé des démarches de commande par mode glissant pour des asymétries qui ont été particulièrement intéressantes au niveau de la réduction de coûts énergétiques des méthodes de contrôle, mais aussi d'une bonne stabilité du point de vue des asymétries du sillage. Nous avons utilisé des jets pulsés à haute fréquence comme préconisé par l'ANR et tous nos développements ont été validés sur maquette expérimentale. Pour conclure, sur les points développés dans la thèse, dans un premier temps, nous avons vu que la commande par extreme seeking pouvait être appliquée sur la problématique de dépression au culot et que cela pouvait être fait avec des convergences de type multivariable utilisant différents paramètres et applicables potentiellement sur différents types de véhicules. Il serait notamment intéressant en perspective de travailler davantage sur la commande par extreme seeking dans des cas en dérapage, gérant les asymétries. Également, de pouvoir tester des modifications de PIE pour améliorer les performances observées précédemment et pouvoir travailler sur différentes maquettes expérimentales pour appliquer directement la commande par extreme seeking sur différentes maquettes, ce qui prouverait son applicabilité industrielle sur différents véhicules. Dans un deuxième temps, nous avons travaillé sur les asymétries qui sont un point important des problématiques appliquées sur les véhicules. En effet, la majorité des véhicules circulants présentent des cas de configuration d'écoulement non alignés. Un actionnement par mode glissant a permis de réduire ces asymétries et aussi une combinaison d'actionnement à fréquence fixe de diminuer la traînée aérodynamique. Il serait intéressant maintenant d'étudier quels sont les effets de l'actionnement via le contrôle par mode glissant avec un actionnement combiné en haut, par exemple, et en bas, au niveau de la forme 3D du sillage à l'arrière de la maquette. Et ainsi, cela permettrait de comprendre l'impact de notre contrôle sur la zone de recirculation et les phénomènes turbulents s'y trouvant. Toutefois, de plus grandes angulations pourraient être testées, ainsi que différentes fréquences d'actionnement entre la fréquence d'actionnement additionnelle en haut, en bas et les fréquences sur les côtés. Enfin, différents actionneurs pourraient être testés pour valider cette méthode sur différents types de systèmes. Pour conclure, enfin, sur la méthode de développement d'un modèle analytique du phénomène de dépression au culot des véhicules, le modèle EDP a été développé dans le cadre de la thèse, mais de nombreuses corrélations sont encore à développer. On pourrait également améliorer la méthode de prise en compte de l'angulation de la zone de mélange qui présente un changement d'inflexion. Un modèle par effet Coanda pourrait être développé prenant en compte l'action des jets ainsi que des données obtenues via des mesures PIV sur les déviations, mais aussi la valeur du champ transverse V2. Et ces données PIV pourraient être aussi utilisées pour des corrélations entre les composantes turbulentes de l'écoulement. Enfin, on pourrait utiliser plus de données PIV pour corréler, par exemple, les évolutions du barycentre ainsi que l'inflexion des couches de mélange des côtés gauche ou des côtés droits. Enfin, un modèle pneumatique des jets pourrait être largement utilisé pour prévoir quelle va être la force des jets sur le sillage. En dernière perspective, le modèle 2D développé jusqu'ici pourrait être appliqué sur une conception plutôt 3D d'un modèle utilisant différentes conditions au bord. Ce modèle 3D serait plus global et permettrait potentiellement de développer des observateurs et des lois de commande plus pertinents encore pour la réduction de traînée aérodynamique. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention et je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Merci Kevin pour ta présentation. C'est pas mal, tu as bien respecté le temps finalement, en moins de 50 minutes. Donc, je m'attendais même à ce temps plus long. Donc, moi, je trouve que c'est très didactique et justement, je suis pas spécialiste de toute une partie des travaux et j'ai bien aimé. Maintenant, je vais laisser la parole à mon rapporteur. Donc, je vais peut-être commencer par Caroline sur les aspects plus au départ fondamentaux méthodologiques avant de passer aux aspects communs, même si ta présentation